La porte de la salle d'examen s'ouvre. Il se lève et entre. L'étudiant sent que l'adrénaline prend le pas sur sa nervosité. Le comité d'examen est là et il l'attend. « Bien, monsieur Kroutikov, quel est votre projet ?» demande l'un des hommes. Le jeune homme se redresse. Ce moment, il l'attend depuis des années. Il inspire lentement et répond « Je voudrais créer une ville volante. » Bonjour les exolètes. Bon, ce nom vous dit probablement rien et pourtant cette poiscaille est connue sous le nom de poisson volant. Je remets un peu mieux mon bidule. Et si je vous dis la ville de Palmanova, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Non, je vois pas, non. Ah mais si, vous savez, c'est cette ville italienne, en forme d'étoile, dont on avait parlé dans mon truc à la crise sur Google Earth. Ah non, je vois toujours pas. En tout cas, si vous avez bonne mémoire, ce qui semble pas être le cas, eh bien vous vous souvenez que cette ville avait la particularité d'être bâtie comme parfaite. Alors bien sûr, la notion de perfection est à remettre aussi dans son contexte. Une ville idéale du XVIe siècle, c'est pas forcément la même du XXIe. Pas la même technologie, les mêmes mœurs, etc. Mais cela dit, on remarque quand même que construire une ville parfaite, c'est un thème récurrent dans l'histoire de l'être humain. D'ailleurs, la thématique de la ville idéale, c'est pas qu'une question d'architecture. On la retrouve aussi dans les jeux, notamment dans la série excellentissime des BioShock. On avait le premier où on avait cette ville Rapture qui était sous l'eau, et puis dans BioShock Infinite, on la retrouve en allant directement dans les nuages. Est-ce que les créateurs du jeu se sont inspirés du coup du personnage qu'on va voir? Eh bien, possiblement, car vous allez voir qu'il y a beaucoup de points communs. Et oui, une fois de plus, nos pas vont nous mener en Russie. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas pour parler d'un tyran ou d'un moine mystique. Voilà, suivez mon regard. Coucou, coucou. Ouais. Mais là, en s'intéressant un peu plus à un architecte quelque peu utopiste. Alors notre personnage est assez méconnu, tout comme son projet farfelu. En fait, il fait partie de la longue liste des penseurs et des artistes qui ne sont pas pris au sérieux de leur vivant et dont on ne découvre ou redécouvre leurs travaux et peut-être leur génie que bien longtemps après leur mort. Et là, c'est exactement le cas, ça continue à fasciner près de 60 ans après qu'il ait cassé sa pipe. Et pour vous dire, on le surnommait même le Jules Verne soviétique. Oui, et il nourrissait le projet de faire vivre l'humanité au creux des nuages. Mais est-ce que son projet était-il réalisable? Est-ce qu'il avait réussi à le faire? Et quel pouvait avoir l'aspect de cette ville dans les cieux? Eh bien, les réponses arrivent sans plus tarder puisque je vous emmène faire un tour dans les airs, dans la cité volante de Georgi Kroutikov. Notre histoire commence donc en Russie dans les années 20. Il y a un apparat de mise. D'ailleurs, Charles, merci à toi pour le costume. T'en fais pas, Chris. Tout le plaisir est pour moi. Après, en même temps, je dis Russie, mais non. C'est pour la Russie, c'est l'URSS. C'est bien ce qui me semblait, oui, c'est l'URSS quoi. Et je dirais même la toute nouvelle URSS, puisque c'est en 1917 que le pouvoir des tsars est mis à bas par les bolcheviks. Bon voilà, tout ça c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette jeune URSS est très soucieuse de faire table rase du passé et de se démarquer de l'ancien empire du tsar. Et du coup, pour effacer l'ancienne société, quoi de mieux qu'en construire une nouvelle? Imaginez une société internationale dont le socle fondamental serait les nobles principes fondateurs du marxisme léniniste, un État solide reposant sur la souveraineté pleine et entière du peuple, où l'immonde bourgeoisie avide d'or. Excusez-le, et comme à chaque fois qu'il parle de la mère patrie, Chris a tendance à être très virulent. Il faut dire qu'il ne s'est jamais vraiment remis de la chute du mur de Berlin. Et non avec l'avidité des multinationales. Bon, et du coup... Super. Et la création donc de cette société communiste passe aussi par la création d'une nouvelle forme d'art. Alors que ce soit les beaux-arts purement décoratifs ou même les arts appliqués qui se chargent du design des meubles et des objets du quotidien. Puisque dans le but de créer un nouvel art propre à la toute nouvelle société communiste, Lénine lui-même fonde à Moscou une université. Université sobrement nommée Вышнее художественное техническое мастерские. Mais que bon, tout le monde surnommera la Vukhtiemas. Et pour vous dire quand même, il y a des professeurs prestigieux là-bas. Par exemple, un certain Kazimir Malevich. C'est celui qui a peint le fameux tableau carré blanc sur fond blanc. Waouh, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est que cette... Ouais, je sais, c'est magnifique quoi. Et encore, c'est rien, parce qu'avec Kroutikov, là aussi... Voilà, il y a du level. Et donc, du coup, si on reprend, eh bien... Ouais, Chris, on s'en fout. Comment elle fait pour voler sa ville volante? Une minute, mon gars, on va y venir. Bref, du coup, le but de cette nouvelle université, c'est de préparer les artistes à inventer et bâtir l'art et l'industrie soviétique de demain. Autrement dit, donc du coup, il faut repartir de zéro, y compris même au niveau de l'art. Et pour ça, les étudiants reçoivent tout un tas de cours, dont des cours de sculpture, de graphisme, de métallurgie et même d'architecture. Les gars, c'est un peu des couteaux suisses, quoi. Et d'ailleurs, en matière d'architecture, il y a de quoi faire. Et inutile de vous dire que les Russes communistes sont pas hyper fans de la vieille architecture russe. Disgusting. Ce qu'ils veulent, eux, non. Ce sont des cités modernes, où l'égalité pure des hommes, comme le veut le communisme, dans sa forme
dans sa forme idéalisée, hein, et bien du coup où cette égalité pourrait se ressentir jusqu'à la conception même de la ville. Alors tout ça c'est un peu flou, mais dites-vous que si on a des super bâtiments et à côté des HLM, bah du coup forcément on va imaginer que les beaux bâtiments sont pour les riches et les HLM pour les pauvres. Mais bon, c'est le tout début de l'URSS, et du coup ils en sont au balbutiement, donc à la collecte d'idées. Non mais d'accord, mais comment une ville peut voler? Explique-nous. J'y viens. Et donc je disais, son créateur, Kroutikov, est étudiant de cette fameuse université dont on vient juste de parler, et c'est là que son projet fou va commencer. D'ailleurs, on ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est qu'il est né en 1899 à Voronezh, à quelques centaines de kilomètres au sud de Moscou, et qu'il est mort à la fin des années 50. Mais la seule chose dont on a la certitude, c'est que pour son examen de fin d'études, à son université un peu spéciale, eh bien, il a étonné les jurés avec son fameux projet de ville volante. Et du coup, on peut précisément savoir de quoi cette ville utopiste avait l'air, puisque du coup, Kroutikov nous a laissé des dessins et des plans. Enfin, bon, quelques-uns, et ils sont pas faciles à trouver. Camarades, laisse la terre au travail et parte reposer dans les nuages. En fait, Kroutikov avait prévu que sa ville soit faite de plusieurs habitations, de plusieurs types. La première, la plus classique, n'est ni plus ni moins qu'une cité ouvrière volante. Et donc... Alors une cité ouvrière, d'accord, mais comment elle vole cette ville? Du coup, pour faire simple, une cité ouvrière, c'est une zone résidentielle destinée aux ouvriers. Jusqu'ici, rien d'étonnant. Je vous rappelle quand même qu'on est chez les soviets, hein, et dans ces villes, il y a des habitations, mais aussi des espaces pour les loisirs, genre des terrains de foot, des boutiques, etc. En fait, à l'époque de Kroutikov, les cités ouvrières, c'est pas nouveau. Après, la chose qui est un petit peu plus insolite, c'est que du coup, elle est dans le ciel, quoi. Elle est en train de voler. Et pour ça, notre architecte a des idées bien précises. Sa ville est composée de 3 genres de bâtiments, réservés à plusieurs types d'habitations. Le premier type est pour les familles. C'est un gros immeuble dans lequel on trouve de grands appartements. Et quand je dis grand, on part quand même sur une base de duplex, voire de triplex. Kroutikov, lui, il ne blague pas avec la taille. En même temps, j'ai envie de dire... Dans le ciel, il y a quand même un peu de place, quoi. Bon, de toute façon, tu me réponds pas depuis tout à l'heure. Moi, je pense pas que ça puisse voler une ville. Non, mais j'allais y venir, justement. On enchaîne. Et du coup, en fait, ces immeubles ont la particularité de pouvoir s'emboîter. Un peu comme des Lego. Puisque en même temps, en bas de chaque édifice, on trouve une sorte d'anneau ou de tore qui fait office de rue. Et quand plusieurs immeubles sont emboîtés, eh bien, les morceaux de tore forment une rue. Bon, dedans, on trouve des boutiques, des cafés, des restaurants, bref, de quoi s'occuper, quoi. En cas d'incendie, eh bien, les différents immeubles peuvent se séparer. Exactement comme dans BioShock, hein. C'est fou, je pense qu'il y a eu une inspiration là, certaine. Très bien, admettons que je veuille habiter dans cette ville mais que je sois célibataire. Comment dois-je m'y prendre? Ah ouais, t'es célibataire et t'as pas besoin d'un appartement immense. Pas de panique Charles, il y a un bâtiment rien que pour toi. Parce que oui, le deuxième type de bâtiment, on y vient, est adapté aux célibataires. Bon, concrètement, c'est un énorme cylindre constitué d'une multitude de petits appartements individuels. Et contrairement aux immeubles familiaux, celui-là n'est pas rattaché à une rue ou à un îlot d'activité. Voilà, lui il est rattaché à rien du tout. Ce qui ne vous empêche pas quand même d'aller boire des coups chez vos voisins qui, eux, ont la chance d'avoir une famille ou d'être en couple. Je changeais d'avis, je ne veux pas y habiter, mais je veux bien y passer quelques jours. Comment fais-je? Eh bien Charles, c'est gentil de poser cette question, c'est tout à fait possible. Car le troisième type de bâtiment, et à mon sens le plus psychédélique, est destiné aux visiteurs. Parce que oui, vous pensez bien, une cité flottante, ça risque d'attirer un petit peu les foules. Et du coup, ce bâtiment ressemble à une sorte de ruche, et dedans, il y a des appartements à chaque étage, et les espaces de loisirs, là, se trouvent au-dessus de la structure. Alors bon, certes, la vue doit être sympa, mais mieux vaut ne pas avoir le vertige, je pense quand même, pour habiter donc du coup dans la ville de Kroutikov. Et du coup, je pense que là-dessus, vous devez vous poser pas mal de questions et... Alors oui, j'ai une idée de question. Comment elle vole cette ville? On peut y répondre, Ça va venir, on y répond juste après. Est-ce que les villes sont stationnaires ou bien est-ce qu'elles suivent le vent? Eh bien, selon Kroutikov, elles sont stationnaires, elles vont pas bouger quoi. Plus exactement, de gros câbles, bien épais, bien lourds et bien durs, pardon, je m'égare, les relient à des points d'attache au sol. Mais bon, théoriquement, on pourrait, en coupant ces câbles, laisser aller ces cités volantes là où mènent les vents. Mais c'était pas prévu. Du coup, les gens qui habitent dans ces villes, ils y travaillent? Alors oui, tout à fait. Vous remarquerez que les villes aériennes de Kroutikov ne comportent quasiment que des habitations et quelques lieux de loisirs assez sommaires. Hein. C'est sûr que là-bas, vous trouverez pas des casinos. Dire l'URSS jouer de l'argent pour s'enrichir, c'est pas très soviet-friendly. Bon, en tout cas, c'est parce que l'architecte, donc ce cher Kroutikov, a pensé sa ville comme un espace uniquement résidentiel. Et du coup, là, les habitants vont régulièrement sur la terre ferme pour se promener, pour faire du tourisme ou des loisirs qui ne sont pas possibles sur ces cités volantes. Mais ils descendent donc du coup aussi pour travailler. D'ailleurs, là-dessus aussi, Kroutikov avait sa petite idée sur l'organisation. Il avait imaginé au sol un complexe de bâtiments formant une sorte de spirale, et chaque branche de la spirale devait correspondre à un secteur d'activité. Par exemple, là, il y avait l'industrie, là, l'agriculture, et au centre de cette spirale, on trouvait des points d'attache de cette ville aérienne. Camarades, le sol est pour le peuple, mais le ciel est pour toi.
Mais attendez quand même, il y a une logique derrière toute cette organisation. Au moment où Kroutikov élabore sa ville, l'URSS est en pleine, écoutez bien, Dékoulakisation. c'était ce mot que j'avais en tête quoi. Bon, autrement dit, tous les propriétaires terriens, qu'en Russie on surnomme les koulaks, sont expropriés de leurs terres. Et le sol devient alors la propriété du peuple. Autrement dit, du coup, de l'État. Hein. Imaginez, c'est comme si vous aviez un terrain depuis des générations et que vous aviez votre petite maison dessus, votre champ où vous cultiviez vos légumes, etc. Et puis bon, du jour au lendemain, après un coup d'État, on vous dit... Souka, tu dégages, maintenant ça appartient au peuple. Mais enfin, mais moi aussi j'en fais partie du peuple. Oh, quel dommage, il a fait un Je malaise. pense que vous seriez ravis, quoi. Voilà, donc du coup, en URSS, on était censé, avec ces terres qu'on avait gagnées, faire les choses pour le peuple, c'est-à-dire travailler et se détendre. Dans les faits, c'était pas tout à fait ça, mais la théorie était belle. Là encore, Kroutikov avait sa petite idée pour résoudre le problème. En fait, il avait imaginé une sorte de capsule individuelle, quelque part comme une nacelle en forme de goutte d'eau. Et cette cabine n'était pas censée être qu'un simple moyen de transport. Elle était conçue comme une pièce à vivre indépendante du logement, un petit peu comme une chambre mobile, quoi. Et elle devait se déplacer aussi bien, accrochez-vous, dans les airs que sur l'eau. Et quand on observe les plans et les dessins de ce cher Kroutikov, on remarque même qu'il avait prévu des espaces pour que ces petites gouttes d'eau puissent se ranger directement dans les immeubles. Ouais, fascinant. Et comment elle fait pour voler la ville? Ah, cette question, quand même, on se dit ville volante, comment elle vole quoi du coup? Là, c'est un peu l'un des points qui fâchent. En fait, Kroutikov n'explique pas vraiment l'aspect technique de sa ville suspendue. Et oui. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'avait rien prévu. En fait, ces bâtiments devaient reposer sur des gros dirigeables. Et il espérait que tous les détails techniques de son projet utopique puissent être résolus par un type d'énergie très prometteuse, l'énergie nucléaire. Du temps de Kroutikov, les découvertes sur le nucléaire battent leur plein. Einstein a publié sa théorie de la relativité, le fameux E égale mc2, et d'autres scientifiques sont en train de se faire une idée précise sur la façon dont sont constitués les noyaux des atomes et on s'apprête à découvrir les neutrons. Bref, on sait que le nucléaire offre potentiellement des perspectives énergétiques folles. Bon, c'est vrai qu'avec le recul qu'on a, on sait que, bon, voilà, maintenant, c'est un peu tendu de faire voler des choses avec le nucléaire. D'ailleurs, pour l'anecdote, on réussit à faire des bateaux qui marchent à l'énergie nucléaire, celui dans lequel était allé notamment Amixem quand il était allé au pôle Nord. Il y a aussi des sous-marins qui marchent avec l'énergie nucléaire. Mais par contre, les avions marchant au nucléaire, il y a eu des projets fous là-dessus, mais aucun n'a jamais pu être réalisable. Car l'avion avait besoin d'être gigantesque pour pouvoir protéger les gens des radiations mortelles. Voilà, on peut difficilement reprocher à Kroutikov d'avoir placé beaucoup trop d'espoir dans les technologies de son époque. Et du coup de croire que la fission nucléaire aurait permis de résoudre tous les problèmes de l'humanité. Puisque bon, aujourd'hui on fait exactement la même chose. Que ce soit avec les énergies vertes, l'intelligence artificielle, la conquête de Mars et j'en passe. Elon Musk, dédicace. Travailleurs, la nouvelle société t'appelle. Toi aussi, élève-toi vers l'avenir. Et du coup, Kroutikov a présenté son dossier de ville volante à l'occasion de sa passation de fin d'études. Et le jury là-dessus a été quelque peu, je cherche le mot... Dubitatif, perplexe. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, d'après la légende, le comité d'examen ne lui aurait posé que 2 questions. Alors, combien de temps avez-vous passé à travailler sur le projet? 15 ans, monsieur. Et comment comptez-vous régler le problème d'approvisionnement en eau et les égouts? Il ne fait aucun doute que les progrès à venir de la science et de la technologie nous aideront à résoudre définitivement ces problèmes. Et ainsi, quelques jours plus tard, Kroutikov se retrouvait moqué dans la presse. Et on le qualifiait sans vergogne de fantaisiste stérile détaché de la réalité. Car bon, pour une bonne partie des gens de son époque, son projet était bien sympathique, hein, mais concrètement ne servait à rien puisqu'il était tout simplement impossible à réaliser. Ceci dit, son université, qui je le rappelle était censée construire un monde nouveau, lui apporta quand même son soutien en lui accordant son diplôme et en argumentant que de toute façon elle n'était pas là pour former simplement des ingénieurs ou des techniciens, mais aussi des artistes et des penseurs. Et ça c'est beau. Mais malheureusement, Kroutikov ne verra jamais la réalisation de son rêve. Alors bon, déjà, la technologie n'était pas à la hauteur de ses attentes, mais surtout, à la fin des années 20, eh bien un certain... Staline prend les rênes du pouvoir en URSS. Et autant vous dire que là-dessus, le gars, il a d'autres projets en tête que construire des villes volantes. Son truc à lui, c'est plutôt... La métallurgie, l'industrie lourde, l'armement, l'aménagement du territoire. C'est plutôt ça, quoi. Et bon, même l'université de Vkoutemas fut dissoute. Il n'en avait rien à faire, hein, vraiment. Et c'est ainsi que le travail de ce cher Kroutikov fut oublié, presque aussi vite qu'il était devenu populaire. Et ainsi, ce dernier suivit une carrière de designer d'immeubles résidentiels et de stations de métro. Et bref, il mourut en 1958, dans une relative indifférence générale. Mais pourtant, son travail visionnaire ne fut pas bien longtemps oublié, puisqu'on le redécouvrit au beau milieu de la guerre froide,
alors que la course à l'espace battait son plein. En même temps, il faut dire que Kroutikov prévoyait que certains de ces bâtiments puissent faire un tour au-delà de l'atmosphère terrestre, autrement dit dans l'espace. Ouais, notamment le bâtiment qui a une forme de volant de badminton là. Oui, du coup, ça en jette moins dit comme ça. Mais encore aujourd'hui, malgré son côté très avant-gardiste, le travail de Kroutikov n'est pas si connu de ça du grand public. D'ailleurs, on va faire un petit test en sondage et vous me direz si vous avez déjà entendu parler de ce cher Kroutikov avant d'avoir vu la vidéo. Voilà, vous pouvez voter maintenant, c'est par là. Dans tous les cas, le concept de ville volante reste fascinant. Et encore aujourd'hui, on continue d'en entendre parler. Mais en définitive, que cela soit de la fiction ou un jour une réalité, en s'enfermant dans des cités aériennes entièrement dépendantes de la technologie, l'homme réussirait-il à trouver là-haut, dans le ciel, une forme de liberté ? Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à passer sur notre deuxième chaîne, l'Astrolabe, puisque si vous aimez la science et la high-tech, eh bien, vous serez servi chez nous. Ouais, d'ailleurs, on vient de sortir une vidéo à l'instant avec pas mal de sujets différents qui pourraient tous vous intéresser. Genre le nouvel avion supersonique de la NASA. Voilà, vous pouvez cliquer sur le lien juste ici, et sur ce, la Poiscaille, eh bien on se dit à la prochaine.